un rendez-vous avec l'histoire sur la première. Hier et ailleurs, un magazine proposé par Éric Lefebvre. Pendant près d'un siècle et demi, de 1810 à 1940, quelques 35 000 figurants venus du monde colonial ont été exposés aux quatre coins de la planète, d'expositions coloniales en fêtes foraines. Des hommes et des femmes enfermés dans de véritables zoos humains, infériorisés, moqués, mais également fortement érotisés. Ces spectacles dégradants ont contribué à légitimer le racisme. Ils ont également enflammé l'imaginaire érotique colonial. C'est aussi cela que raconte l'exposition Zoo humain, l'invention du sauvage, de retour au MACT, dans une version complète, après une première escale chez nous, il y a 1 an et demi. Et que racontent également les récits et les œuvres d'art d'hier, et encore trop souvent d'aujourd'hui, nourris de stéréotypes racistes et sexistes, mélange de fascination et de répulsion. Et qui, au fil des siècles, ont assigné le corps colonisé, et singulièrement celui de la femme noire, à une sexualité animalisée et fantasmée. Lilian Thuram, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, surtout pas ici. Pascal Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste du fait colonial, co-directeur du groupe de recherche Achak. Depuis les mythes bibliques et jusqu'aux clips hip-hop, en passant par les légendes médiévales, les récits des premiers voyageurs, la période esclavagiste, le racisme scientifique, une multitude de récits, de rapports, de textes, de tableaux, de romans ont élaboré une image complexe de la femme noire dont un grand nombre de composantes sont encore aujourd'hui actives. Ce qu'il faut dire peut-être, Pascal Blanchard, pour commencer, c'est que le regard colonial sur la femme noire, c'est d'abord et exclusivement, pratiquement, un regard d'homme. Le regard colonial est d'abord, avant tout, un regard d'homme. Même si vous avez eu des artistes femmes, voyageuses, qui ont été dans les Outre-mer. Et d'ailleurs, d'une manière très surprenante, les peintures ne sont pas forcément très différentes. Le regard posé sur la femme noire par des artistes féminins est assez proche du regard des hommes. C'est un regard à la fois exotisé, surérotisé, dénudé. Sauf peut-être pour les Antilles, il faut le dire, puisque là, il y a plutôt une folklorisation des corps aux Antilles. C'est aussi une image qui s'inscrit dans une forme de naturalité. C'est-à-dire que c'est un mélange des genres entre animalité, naturalité, mise à distance de la culture, une forme de surérotisation, parce que ça a toujours fonctionné, y compris d'ailleurs chez les artistes publicitaires, il ne faut pas oublier, puisque la publicité aussi était un grand pourvoyeur d'images, puisque le corps noir, par définition, était utilisé pour mettre en valeur des produits. Et des produits qui étaient liés soit à la chromie, soit au pays. On pense tous bien sûr à Banania, dont d'ailleurs la première image n'était pas le tirailleur sénégalais, mais une antillaise, ce que tout le monde a oublié, sur la première boîte de Banania. Et par la suite, on pense à des grands rhums, où on voit très bien comment il y a un rapport à la corporalité, mais aussi à des produits, par exemple, blanchir. Des produits qui vont blanchir des teintures où on va utiliser le corps noir pour marquer de la différence. Et sans s'en rendre compte, on va fabriquer un corps qui va être accessible, parce que dénudé. Et pourquoi dénudé ? Parce qu'on est dans un temps où le corps de la femme blanche, n'est pas dénudé dans la publicité, ou beaucoup moins. Et ce qu'on tolère ou ce que l'on accepte pour des populations exotiques, ou dites exotiques, ça va être d'aller très très loin dans la manière de représenter l'autre. On va d'une certaine manière accepter d'aller très très loin dans une érotisation des corps, ce qu'on n'aurait jamais pu accepter pour des populations occidentales. Dans l'exposition des zoos humains, Lilian Thuram, dans cette exposition, on perçoit ça également, cette appropriation par le colon du corps du colonisé. Ce qu'on peut voir, c'est une domination. C'est-à-dire, si moi je peux vous exposer, c'est que je vous domine. Et effectivement, celui qui est dominant se pense plus intelligent, et donc il faut rabaisser l'autre. C'est-à-dire l'autre, on le renvoie justement à sa nudité. Parce que même aujourd'hui dans nos sociétés, c'est-à-dire que très souvent, on juge les gens par rapport à comment ils sont habillés. Et celui qui est élégamment habillé est respectable. Celui qui est presque nu est nié, est mis, je dirais, est présenté comme un sous-être. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Pascal, effectivement, dit que le regard d'une femme ou d'un homme de l'époque sur les femmes noires ou sur les dominés, c'est exactement la même chose. Oui, c'est évident. Parce qu'ils se considèrent dominants. Donc, ils ont un regard de dominant. Et aujourd'hui encore, dans nos sociétés, ça existe. C'est-à-dire que je t'enferme dans ton corps, et moi je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai été joueur de foot. C'est-à-dire que chez les hommes noirs aussi, on nous enferme dans notre corps. Je te considère capable d'utiliser ton corps. Par contre, lorsque demain je voudrais être entraîneur de foot ou dirigeant, tu ne peux pas utiliser ton cerveau. C'est des choses qui existent encore aujourd'hui. Il y a, je le disais en introduction, Pascal Blanchard, il y a une espèce d'ambivalence dans cet intérêt du colon
pour le corps du colonisé. À la fois attraction et répulsion, et on joue sur les deux tableaux. Toujours. Et en même temps, c'est ce qu'a été toute l'histoire de la législation en colonie, où on interdisait d'un côté, en fait, des rencontres corporelles, la loi, et notamment quand les femmes blanches sont arrivées dans les espaces coloniaux, elles ont interdit à leurs maris de continuer à avoir des pratiques avec les populations locales. Et à côté, une intime tolérance, notamment quand vous prenez les affiches militaires. Qu'est-ce que vous voyez sur une affiche militaire coloniale ? Généralement, une femme pour attirer le militaire pour s'engager aux colonies. Donc ceci va durer pendant de longs siècles. Un rapport extrêmement complexe. L'espace colonial, c'est aussi l'espace où tout est offert. Tout est libre. L'homme blanc, quelque part, a tous les pouvoirs, donc aussi sur les corps. Mais c'est une continuité par rapport à l'histoire de l'esclavage. Rappelons-nous le code noir, la propriété du corps appartient au maître. Et il y a une continuité là-dessus, il n'y a pas eu rupture avec les abolitions. On considère qu'on a le droit de prendre la terre, on a le droit de prendre les hommes pour les forts, et on a le droit de prendre les femmes pour le sexe. Et donc tout ça est renvoyé dans l'imaginaire, y compris dans la peinture orientaliste, dans la peinture africaniste, dans la peinture sur les îles, où on va fabriquer une sorte de paradis terrestre. Et ce que montrent les os humains, l'exposition qui est présente au Memorial Act le montre très bien, c'est que le public qui va se rincer l'œil d'une certaine manière dans ces os humains, il va à la fois pour regarder les spectacles ethnographiques, mais aussi pour avoir des femmes à demi nues, voire totalement nues. Ce qui serait inconcevable. Est-ce que vous imaginez à Paris d'exhiber au jardin d'acclimatation une femme occidentale à moitié nue ? Inconcevable. Ça devient toléré parce que justement on considère que c'est une sauvage entre guillemets. Et c'est pareil pour les cartes postales. Vous savez que les cartes postales, vous n'avez pas le droit de vendre dans une gare par exemple en 1905 ou 1910 en France ou en Angleterre une femme nue sur une carte postale, sauf quand elle est non blanche. C'est-à-dire qu'on tolère quelque chose dans l'ordre du regard qui va être acceptable parce qu'on considère aussi que ces populations sont plus proches de la nature, donc ils auraient une sorte de sexualité plus libre. En gros, c'est un héritage aussi du paradis terrestre. Mais en fin de compte, nous ne l'aurons pas. On a bien à faire, comme vient de le dire Lilian, un rapport de domination. Le corps de l'autre appartient au maître, donc au colon, donc à l'occidental. Lilian Thuram, Pascal Blanchard évoquait à l'instant la peinture. Vous avez, il y a quelques mois, justement, décidé au musée Lacroix de déconstruire un peu ces représentations, singulièrement de femmes colonisées, ces représentations qui insistent toujours sur l'érotisation, la sexualisation de ces personnes. Oui, effectivement, c'était aussi rappeler qui sont les peintres. Très souvent, ce sont des Européens, que ce sont des hommes blancs et qui ont été éduqués dans un certain sens. Parce qu'en fait, c'est ce qui est très intéressant, montrer que ce regard-là, c'est pas anodin, c'est une éducation à enfermer l'autre dans sa sexualité, dans sa force physique. Et très souvent, les personnes blanches sont éduquées à se penser supérieures. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'œuvres artistiques, lorsqu'on regarde une œuvre, il faut toujours se positionner à savoir quelle est la période, qui produit cette œuvre-là, et qu'est-ce que ça raconte sur la société dans laquelle on vit. Et c'était très intéressant, effectivement, de faire ce travail-là au musée de la Croix, parce que très souvent, les enfants ne comprennent pas qu'effectivement, lorsque vous êtes européen, lorsque vous êtes dans un pays qui colonise d'autres pays, eh bien, très souvent, vous reproduisez le discours dominant même sur vos toiles. Ces tableaux racontent donc et nous montrent donc des hommes noirs ou colonisés forts, voilà, parfois également et très souvent également dénudés, et des femmes plutôt donc lascives, dont on suppose que la sexualité est relativement ou même extrêmement débridée. C'est finalement pas très différent de ce qu'on nous montre aujourd'hui dans les clips. Effectivement, c'est vrai qu'il y a une continuité et c'est pour cela que je trouve c'est toujours très intéressant d'aller dans des lieux de culture. C'est que ça explique notre passé, mais ça nous questionne sur notre présent. Effectivement, aujourd'hui encore, malheureusement, dans beaucoup de clips, le regard porté sur la femme noire n'est pas un regard très positif. Et ce qui est extrêmement grave aussi, c'est très souvent des artistes noirs qui utilisent aussi cette image extrêmement dégradante des femmes noires. C'est l'aliénation ? Oui, voilà pourquoi il faut se questionner, parce qu'en fait, lorsque vous vivez dans une société, vous intégrez aussi le discours dominant, même si vous êtes discriminé. Vous avez tendance à avoir un mauvais regard sur vous-même ou à reproduire des schémas de pensée. C'est ça la réalité aussi, c'est-à-dire que vous intégrez un discours négatif sur vous-même et vous le reproduisez. Pascal Blanchard, l'association femmes noires, luxure et sexe, ça date déjà d'il y a un bon moment. Ça remonte presque au début de la civilisation chrétienne. Oui, mais ça comme d'abord la reine de Saba, on le sait très bien, mais l'homme noir aussi.
À ce moment-là, pensez au roi mage. Le troisième est toujours beaucoup plus exotisant, avec une forme très musculaire et marquée. On le voit bien dans tout le Moyen-Âge, en Allemagne, en France, en Italie, dans la peinture, où les corps noirs sont considérés comme, par définition, des corps musculeux. Comme l'a très bien dit Lilian tout à l'heure, on va surdimensionner le corps noir pour expliquer que son esprit n'est pas à la hauteur de son corps. Il est plus proche de la nature que de la culture. Ce qui explique pourquoi on a toujours joué sur des corps très musclés pour les hommes ou sur des corps très lascifs pour les femmes. Mais à partir on va dire du 15e siècle, se construit quelque chose de très particulier. N'oublions pas que nous avons à ce moment-là aussi des images qui sont liées à l'esclavage. Donc se superposent deux identités imaginaires. Une identité imaginaire qui vous donne une forme de fantasme d'un ailleurs, et à côté des corps qui sont dominés, des corps qui sont violentés, des corps qui sont au travail. Donc c'est beaucoup plus ambigu et paradoxal qu'on peut le penser. C'est-à-dire qu'au même moment va exister deux images de l'homme et de la femme noire, et qui vont être réintroduites dans un espace plus politique, qui va être l'espace de domination, qui est l'espace de l'esclavage. Mais si vous regardez bien, dans la plupart des images de punition liées à l'esclavage, et que vous les regardez avec un regard décentré, vous découvrez qu'elles sont aussi des images sexuelles. Et c'est ça qui est intimement paradoxal. C'est ce qui fait toute l'ambiguïté de cet imaginaire-là. C'est qu'on fabrique à la fois des corps qui sont disponibles et des corps qui doivent être punis, et donc des corps qui doivent être dominés. Ce qu'a dit Lilian tout à l'heure, quand on voit l'exposition, on comprend comment tout ça a fait un discours, parce que d'une pratique qui existait aux colonies, on en a fait un fantasme et on attirait aussi les visiteurs. Je pense à une des affiches qui sera montrée dans l'exposition sur une foire officielle, une exposition officielle française qui est à Lyon en 1894. Et c'est une jeune femme qui invite les visiteurs à venir. Et comment est cette jeune femme? Elle a des seins nus. Et cette affiche est dans toute la France. Est-ce que vous imaginez une expo officielle de la République française qui mettrait une femme blanche aux seins nus en couverture pour venez voir les produits de notre pays? Ce serait inconcevable. Mais là, l'exotisme domine même le discours et quelque part, il permet d'attirer le visiteur. On joue sur cette dimension érotique, sur cette dimension sexuelle, mais c'est la question que je posais aussi à Pascal Blanchard, Lilian Thuram, il y a à la fois attirance et répulsion. Il y a l'attirance, mais aussi la peur de cette supposée animalité. Tout d'abord, s'il y a supposée animalité, vous avez tout intérêt d'avoir peur. Ouais. Et voilà pourquoi on a, depuis quand même pas mal de temps, on essaie de contrôler justement cette puissance, cette supposée puissance du corps noir. Et lorsqu'on parle d'érotisme, combien de personnes encore aujourd'hui sont persuadées que le sexe de l'homme noir est plus puissant? C'est ça la réalité. C'est aussi peut-être pourquoi les hommes blancs ont peur des hommes noirs. Parce qu'effectivement, il y a ce rapport à la sexualité. Mais ce qui est très intéressant, c'est, par exemple, vous savez, lorsque on pendait les hommes aux États-Unis, très souvent, vous savez ce qu'on faisait avec leur sexe? On le coupait. Lors des lynchages. Dans les lynchages, exactement. Oui. On les coupait. Parce que dans l'inconscient collectif, en tout cas dans l'inconscient des personnes blanches, il y a ce rapport de domination. C'est-à-dire qu'il y a cette force physique, il y a cette force qu'on doit contrôler. Mais en même temps, ça raconte aussi ce qui se passait dans la société, parce qu'il y a un rapport de force. C'est-à-dire, c'est la période aussi de l'esclavage, c'est la période de la ségrégation. C'est-à-dire que pour dominer ce corps, il faut violenter ce corps. Vous n'avez pas d'autre choix. Et donc, vous avez besoin d'être dans une violence. La violence, ça peut être physique, et la violence, ça peut être aussi symbolique. Renvoyer à cette animalité, c'est-à-dire, vous n'êtes pas comme nous. Vous êtes des animaux, ça veut dire que nous sommes mieux que vous. Pascal Blanchard, ce rapport ambivalent, il s'illustre de manière dramatique, mais de manière spectaculaire, à travers l'affaire de la Vénus Hottentote. C'est vraiment parce que au moment où je pensais justement à elle, par rapport à ce que disait Lilian, c'est elle qui lance contre son gré, ce phénomène des zoos humains modernes. D'ailleurs, dans l'exposition, nous parlons plusieurs fois d'elle, et Saartjie Parasman, de son nom de scène Vénus Hottentote, qui a été captée en Afrique du Sud par un impresario, achetée là-bas en tant qu'esclave et ramenée à Londres et à Paris, où elle a été exhibée. Elle est devenue aussi un objet de science, puisque Cuvier va la découper en pensant avoir trouvé le chaînon manquant. Mais elle a été aussi déjà son nom, Vénus Hottentote. On la présente aussi comme un objet sexuel dans ses exhibitions. Et donc, on voit bien que on ne vient pas simplement voir le corps de la Vénus Hottentote parce qu'elle est noire ou parce elle a des formes un peu rondes. On vient aussi la voir comme un objet sexuel étrange, étonnant. Comme dit Lilian, elle est plus proche de l'animalité que de l'humanité. Et donc, c'est pas un hasard si cette histoire s'est entremêlée entre exhibitions racialistes, discours colonialistes, fantasmes sur ceux qu'on exhibait, mais c'est autant valable sur les Indiens. Parce que tout le monde a oublié. C'est aussi valable sur l'Orient. Pensons tous au mythe du harem. Quand il y avait des reconstitutions, on le montre dans l'exposition, comme la rue du Caire à Paris,
sans rue du Caire, une rue du Caire sans ses danseuses orientales, ça ne pourrait pas exister. Tous ces fantasmes-là vont fabriquer un monde. Vous savez, l'image la plus réputée au Maghreb, au 19e siècle, c'est ce qu'on a appelé les mauresques au sein nu. Juste quand vous connaissez un pays musulman, vous imaginez quand même difficilement qu'il y a des femmes au sein nu qui se promènent dans les rues pourtant. Eh ben, c'est la carte postale la plus éditée, mais des milliers d'exemplaires différents. Et les gens ont fantasmé qu'en allant se promener au Caire, au Maghreb, à Tunis, à Alger, à Rabat, il y avait des centaines de femmes qui les attendaient dans les rues avec des seins nus. Pourquoi ? Parce que ces fantasmes-là ont en fin de compte une histoire, une historicité extrêmement ancienne. On imagine que ce sont des mondes qui sont offerts comme les populations qui sont offertes. C'est la même chose que dans la dialectique coloniale. Je prends ces terres qui appartiennent à personne, je prends ces femmes qui n'appartiennent à personne. Car d'une certaine manière, ça délégitime aussi leurs maris, leurs époux, parce que ce serait seulement l'homme blanc qui aurait le droit d'être sur ces corps. Tout ça nous paraît extrêmement lointain, mais en fait, si on y réfléchit bien, on n'a pas beaucoup décolonisé ces imaginaires aujourd'hui. Ces fantasmes-là existent toujours, dans la tête des gens, mais également dans la littérature, dans la grande presse. Regardez les couvertures des SAS ou des romans qui vont nous vendre de l'histoire d'espionnage. Vous verrez à quoi ressemblent généralement les jeunes femmes qui sont en couverture. Et vous direz, San Antonio n'a pas totalement perdu le rythme colonial de l'imaginaire sur la femme facile qui vient d'Afrique ou des Antilles. Lilian Thuram, on a beaucoup parlé des femmes, mais vous avez, et à juste raison, insisté aussi à plusieurs reprises sur le corps des hommes. Alors, bien évidemment, la colonisation et l'esclavage, c'est aussi et d'abord l'utilisation du corps des hommes, de la force physique. C'est vrai du temps de la colonisation, c'est vrai du temps de l'esclavage, c'est vrai aussi aujourd'hui à travers le sport, c'est ce que vous nous dites. Ben c'est évident, c'est-à-dire c'est un corps qui interpelle et c'est un corps qui fait peur. C'est un corps qui est visible. C'est-à-dire que lorsqu'un corps noir intervient dans un espace blanc, eh ben ça interpelle. Ça interpelle, mais vraiment. Et donc, effectivement, c'est un corps qu'il faut contrôler. Et ce qui est extrêmement dangereux, c'est qu'on a enfermé justement les hommes noirs dans leur corps. Et si on les enferme dans leur corps, c'est qu'on nie leur intelligence. Je travaille beaucoup avec les enfants et très souvent, je leur pose la question à savoir, les noirs, ils sont forts en quoi ? Et très souvent, ils vous disent, les noirs sont forts en sport. Je dis, ah bon ? Mais ils sont plus forts que qui ? Ah, ils sont plus forts que les autres. Mais les autres qui ? Mais les blancs. Mais si les noirs sont plus forts en sport, les blancs, ils sont plus forts où ? Ah, dans l'intellect. Donc vous voyez, encore une fois, je pense qu'il faut regarder ces expositions avec un questionnement à savoir qu'est-ce que ça raconte sur nos sociétés aujourd'hui. Et effectivement, je ne suis pas sûr que selon notre provenance, selon notre couleur de peau, on se voit sur le même plan d'égalité. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui se considéraient peut-être comme des sauvages. Illustration du fait que finalement, les choses n'ont pas tant changé que ça. Pascal Blanchard, il y a quelques mois, au moment de la sortie de ce film sur Gauguin, vous avez été un des rares à pousser un vrai coup de gueule en disant, enfin c'est un scandale. On nous raconte une histoire qu'on a non pas dépoussiérée, mais sur laquelle on jette pudiquement un voile sur les aspects les plus sordides de cette histoire. Alors racontez-nous, Gauguin, bien sûr, le peintre. On va le dire très très simple, Gauguin, tout le monde le connaît, c'était un très grand peintre, il est parti aux Marquises, à Tahiti, il a peint des jeunes femmes, des paysages, mais en même temps il a eu aussi une vie contestable, du moins moi je la considère comme contestable, parce qu'en France il aurait été accusé de pédophilie. Faisons très simple. Et donc, j'ai dit dans une émission, donc ça veut dire que la pédophilie aux colonies, c'est plus de la pédophilie. Est-ce qu'on ferait le biopic d'un Tahitien qui serait arrivé en Bretagne en 1894 et qui aurait couché avec des jeunes filles de 11 ans et 12 ans? Et qui en plus on serait vanté en envoyant des lettres à ses amis au pays en disant, tu sais, ici les Bretonnes, waouh, venez, super, venez. Je pense qu'on n'aurait pas forcément fait un biopic grand public de ce personnage. En France, on l'a fait, et en plus, bien sûr, le réalisateur et les auteurs ont changé l'âge des jeunes filles, elles n'avaient plus 11 ans, mais 18 ans, et bien sûr ne parle nullement dans ce film des lettres qu'il envoyait à ses amis, qui sont très connues, puisqu'elles sont à la Bibliothèque nationale, où il expliquait tout ce qu'il faisait à ces jeunes filles qui avaient 11, 12 ou 13 ans, y compris son épouse, puisqu'il l'a connue à l'âge de 11 ans et demi, il l'a épousée, elle avait 13 ans. Voilà, j'ai juste dit, quand on fait un biopic, au pire on raconte l'histoire intégrale des gens, et quand l'histoire intégrale des gens ne mérite pas un biopic, faut mieux pas faire de biopic. Mais c'était Gauguin, et Gauguin est intouchable. Il est intouchable. C'est là sûr. Où, comme le disait quand le tableau vaut plus de 80 millions d'euros, la pédophilie aux colonies serait peut-être tolérable. C'est là où à un moment il faut savoir dire les choses et dire, essayons d'imaginer cette histoire inversée. C'est un Tahitien qui arrive en Bretagne. Voilà. Et d'un seul coup, vous allez voir comment les gens vont penser autrement. Ah bah non, le gars quand même, ce qu'il a fait. Ah, vous voyez, ce serait donc peut-être chez nous anormal. Et puis en plus, quand les gens m'ont dit oui, mais là-bas, ça se passait là-bas. Je vous rappelle que là-bas, c'était la colonie française, donc c'était la France. Donc les lois françaises s'y appliquaient. Gauguin aurait dû, à l'époque, faire de la prison.
Ça ne veut d'ailleurs pas dire que dans les bordels de France en 1890, il n'y avait pas des jeunes filles de 12-13 ans. Ce qui me choque tout autant. Y compris les récits de grandes plumes de notre littérature qui ont vanté ces jeunes filles. Il y a un moment, la distance ne fait pas qu'il faut tolérer ce qui a pu se passer, qui était inacceptable. Et aux colonies, des choses ont été inacceptables. On allait faire là-bas ce qu'on s'interdisait de faire ici. Mais en fait, vous savez, c'est possible de traiter Gauguin de la sorte, tout simplement parce qu'en fait, les personnes, les réalisateurs, les personnes qui travaillent sur le film, en fait, ne sont pas choqués par cela. Mais il faut se poser la question, pourquoi ils sont pas choqués? Parce qu'en fait, il y a l'autre. C'est pas nous. Ils ne se perçoivent pas dans ces enfants-là. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre conscience que très souvent, nous avons une lecture de l'histoire, pas en tant qu'être humain. Nous avons une histoire, on la vit en tant que Français, en tant que Guadeloupéen, en tant qu'Antillais, en tant que Blanc, en tant qu'homme, en tant que femme. Et en fait, je pense que nous avons du mal à nous positionner en tant qu'être humain. Et là, quand on se positionne en tant qu'être humain, on voit ce qui est juste ou pas. Et malheureusement, nous devons travailler. Et peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, eh ben, on pourra raconter des histoires en disant effectivement, ce qui a été fait n'a pas été juste, en fait. La crise actuelle des migrants montre bien qu'on est loin de regarder l'actualité en se considérant tous comme des êtres humains. 2 mots encore sur la peinture. Vous en parliez, et on en parlait à l'instant à propos de Gauguin. Pascal Blanchard, je crois que c'est vous que j'ai entendu dire ça. À propos des os humains, on en revient aux os humains, et vous disiez, par exemple Picasso, il peint les Demoiselles d'Avignon, je crois. Exactement. En sortant d'une exposition de 1906, il achète une carte postale de Fortier. Fortier était un grand photographe. Alors, le grand photographe Fortier qui a fait des cartes postales de l'Afrique de l'Ouest, mais en même temps qui faisait aussi des photos de nus le soir, qui vendait sous le manteau aux autres. Juste pour revenir que comme quoi l'érotisme était partout aux colonies. Et donc il achète, on voit 4 jeunes femmes portant de l'eau au-dessus de leur tête dans des jarres. Et il achète cette carte postale et qui va lui servir. Elle est au musée Picasso, elle est conservée. Il va prendre les traits de cette carte postale, il va les surligner et ça va lui servir de matrice à dessiner les Demoiselles d'Avignon, qui est la peinture peut-être la plus mythique, la plus révolutionnaire de l'entrée dans le 20e siècle. Et ben cette peinture, quand on suit son cheminement, c'est des corps noirs qui ont fasciné Picasso. Au moment où lui-même s'intéressait à l'art nègre en France, naissant au début du siècle, en termes de découverte, qui lui-même l'a acheté à l'occasion d'une exposition coloniale, ce que tout le monde a oublié, qui avait lieu dans le Grand Palais en 1906, à un moment où tous les artistes sont totalement influencés, là encore, par les corps noirs. C'est qu'il y a aussi une fascination qu'il faut pas nier. Les artistes, quelque part, ont à un moment été totalement bouleversés par la découverte et des arts nègres, mais aussi par une autre plastique, par une autre esthétique. Et d'ailleurs qu'il n'y a pas, dans la nudité noire, il n'y a pas que le côté malfaisant du colonisateur. Il peut y avoir aussi la fascination de l'artiste. Et c'est juste ça dont on doit essayer aujourd'hui de faire la dichotomie. Entre un regard comme celui de Gauguin qui est d'une certaine manière extrêmement ambigu, et je suis très gentil aujourd'hui en train de le dire, j'avais été beaucoup plus énervé la fois que je l'ai dit à la télévision, et de l'autre côté, il ne faut pas non plus s'interdire de trouver une forme d'esthétisation. La question, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure avec Lilian, il faut évacuer la domination de l'œuvre esthétique. À partir du moment où il y a domination dans le regard qui est posé, il y a ambiguïté. Et ce qui est très compliqué, faut trouver le juste équilibre, et nous serions peut-être pas tous d'accord sur l'analyse de certaines œuvres. En tout cas, le fait que nous puissions en parler aujourd'hui, c'est une grande nouveauté. Il y a 20 ou 30 ans, des sujets comme les nôtres auraient été inconcevables ou incompréhensibles. Aujourd'hui, nous commençons, et le travail qu'a fait Lilian sur Delacroix est très important là-dessus, nous commençons à déconstruire ce que l'histoire de l'art et l'histoire nous a, quelque part, donné, structuré, envoyé comme image. Parce que ces images sont devenues des mythes aujourd'hui. Si on ne questionne pas Gauguin à travers ce qu'il a produit comme imaginaire en tant qu'homme, il y a une ambiguïté. Est-ce qu'on imagine un criminel, par exemple, faire des œuvres d'art qu'on pourrait trouver fantastiques? Nous avons appris à ne pas faire la différence des fois entre l'artiste et l'œuvre. Et heureusement qu'on a appris à le faire. Il est inconcevable de regarder certaines peintures quand on voit qui les a peints derrière, parce qu'à un moment, il y a ambiguïté. Ou certains livres. C'est pas un hasard si le livre de Céline, les livres de Céline font encore débat. Parce qu'on ne distingue pas l'écriture. On peut d'ailleurs trouver Céline très bon en termes de littéraire et un infâme salaud. Mais il faut pouvoir le dire. Pourquoi on pourrait le dire sur Céline et pas sur Gauguin? Voilà où il y a une différence. Parce que ça se passe aux colonies. Comme dit Lilian, il y aurait donc 2 mondes. Il y a un monde où la norme pourrait être respectée, c'est dans l'Occident. Et puis après, il y a un monde, un peu autour de nous, comme ça, informe, où là, les choses seraient pas vraiment pareilles, où tout serait toléré. Eh ben non. Et il est peut-être temps de replacer tout ça à l'endroit, mais donc ça prend du temps. Et des expositions comme la nôtre permettent d'arriver à comprendre comment on a pu, à un moment, trouver ça normal. Parce que c'est ça qu'il faut aussi expliquer. Comment, un moment, des gens ont pu croire, par exemple, que le sauvage existait, qu'il était normal d'avoir des mauresques au sein nu, qu'il était normal d'exhiber des femmes noires à travers leur corps. Non, ce n'est pas normal. Sauf que nous avons fabriqué une norme qu'il faut déconstruire aujourd'hui.
Il faut, Lilian Thuram, décoloniser les imaginaires. Ah, complètement. Et pour cela, il faut se questionner. Pour cela, il faut apprendre à connaître l'histoire. Que nous le voulions ou non, nous sommes le fruit de l'histoire. Nous sommes le fruit de cette histoire-là. Et je pense qu'il faut avoir le courage de regarder les choses. Et qui fixe la norme ? La norme de hier a été fixée par les puissants. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc, il faut questionner les puissants. Mais c'est extrêmement compliqué parce que c'est faire tomber des mythes. C'est ça le vrai problème. C'est faire tomber des mythes parce que très souvent, ces sociétés dominantes se sont construites sur des mythes en pensant qu'ils détenaient la vérité. Et ils pensent encore qu'ils détiennent la vérité. Très souvent, vous savez, je pose des questions aux enfants leur disant « Mais la Terre appartient à qui ?» Vous savez, la Terre n'appartient pas à tout le monde. Il y a des gens qui construisent des discours. Et il faut déconstruire les discours pour essayer de trouver la vérité derrière. Il faut décoloniser les imaginaires, Pascal Blanchard, et ça passe aussi par cette décolonisation du regard. Oui, et puis pour expliquer dans quel contexte les œuvres ont été faites, pourquoi elles ont été créées, qui finançait par exemple ces peintres qui partaient en Afrique, comment ces œuvres étaient diffusées à l'époque. Vous savez, quand on s'arrête sur une carte postale ou une photo avec Lilian, la question qu'on se pose avec toute l'équipe qui travaille sur cette exposition, c'est ok, qui l'a vu, sa diffusion, son impact. Parce qu'une image vaut pas une autre image. Le récit d'une image, son parcours, la manière dont elle a été fabriquée, pour qui elle a été fabriquée. Donc j'expliquais hier, par exemple, au guide du Memorial Act, sur certaines affiches, le message qu'il y avait dedans pour attirer le public, les codes qu'il y a dedans, qu'on connaît en fin de compte, mais c'est inconscient quand il y a une publicité, pourquoi elle est efficace ou non efficace. Les zoos humains, c'est pareil. Ça fonctionnait avec une forme de marketing de la domination. Et ça marchait sur les gens parce qu'on jouait des fois sur la curiosité, sur un sentiment de voyeurisme. Mais tout ça faisait passer un discours raciste explicite, mais qui était noyé dans un univers du spectacle. Et donc, faut apprendre aux visiteurs à regarder ces images comme ça, à s'arrêter des fois devant une image, à comprendre les codes, ce qu'il y a dedans, pour demain être capable d'expliquer à nos enfants que les fake news d'aujourd'hui existaient déjà il y a un siècle et demi. Et pour essayer de retrouver un peu d'humanité, Lilian Thuram. Oui, moi je pense que l'expo, avant tout, c'est justement pour qu'on se questionne sur notre propre humanité. Est-ce qu'on peut sortir de ces relations de domination ? Moi, je pense que oui. Mais encore une fois, pour sortir de ces schémas-là, il faut les comprendre. Et comme dit Pascal, effectivement, les fake news, ça existe depuis très longtemps. Le fait de construire des mythes, ça existe depuis très longtemps. Mais c'est pas anodin. C'est pour légitimer un discours de dominant. C'est normal que ça se passe comme ça. Nous sommes mieux qu'eux. Nous sommes différents qu'eux. Ce discours a été valable pour l'esclavage, pour la colonisation. Certains disent qu'il y a décolonisation. Moi, j'en suis pas persuadé. Donc voilà, il y a des discours tous les jours qui se construisent aujourd'hui. Donc il faut être en capacité de pouvoir les regarder, les déconstruire, pour justement voir derrière, est-ce qu'on peut regarder les choses différemment. Lilian Thuram, merci. Pascal Blanchard, merci à vous aussi. Cette exposition, Les zoos humains, l'invention du sauvage, elle est au Memorial Act jusqu'à la fin décembre. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro d'Hier et ailleurs réalisé par Teddy Doloire. On se retrouve très bientôt. Hier et ailleurs, un rendez-vous avec l'histoire sur la première.